La Galerie d'art Lavalin présente jusqu'à la fin juin une exposition majeure, celle du peintre Valerio Adami et de ses œuvres les plus récentes. Que dit-on de cette exposition? Eh bien, la Galerie Lavalin nous annonce qu'elle est la première d'une série d'expositions internationales consacrées à des artistes d'envergure. De l'artiste Valerio Adami et de son œuvre, eh bien, l'on qualifie le premier d'iconosophe, c'est-à-dire celui qui cultive la sagesse en créant des images. À propos de l'œuvre, qu'elle trace avec force les différents aspects de la condition humaine, allant de la tragédie à l'espérance. Pour nous, après la pause, M. Normand Biron rencontre l'artiste, M. Adami. Je vous invite donc à écouter, mais surtout à regarder ce qui suit. Valerio Adami, avant que nous abordions votre peinture actuelle, je crois qu'il est très important de se rappeler vos origines italiennes et aussi peut-être vos études à Milan, à l'Académie de Brera avec Achille Funi. Bien, j'aime souvent dire que le vrai auteur de mes tableaux, c'est la tradition à laquelle j'appartiens, plutôt que moi-même. Et en effet, c'est tout à fait vrai qu'un tableau sort de tout ce qui est un peu le bagage culturel qu'on amène avec soi. Mon bagage est donc ces bagages anciens et le bagage de ma vie. J'étais à l'école de Beaux-Arts, c'est vrai, à Milan, avec Achille Funi, qui était un peintre futuriste et puis était devenu un peu le chef de ce mouvement néoclassique qu'il s'appelait il Novecento Italiano. Un peintre, à mon avis, tout à fait exceptionnel à redécouvrir et un grand maître. Mais avant lui, j'avais passé à Venise deux années de ma vie, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec Oskar Kokoschka, ce grand peintre expressionniste allemand. Et c'est lui, je crois, qui avait vraiment formé un peu mon pensée picturale. Et ma passion, parce qu'il était un homme tellement passionné qu'il ne pouvait que communiquer sa passion. Et dans le cheminement d'un Adami actuel, je pense à l'importance des œuvres des années 66, entre autres. Je pense à Privacy ou Homo Suali. Bien, s'il y a une évolution entre cette époque-là et l'époque d'aujourd'hui de mes tableaux, c'est peut-être que dans mon travail, j'ai introduit l'espoir. Ces tableaux-là des années 60 et qu'ils avaient précédé les 68 étaient des tableaux enfin qu'un jeune peintre ne pouvait que concevoir avec toute la violence qu'un jeune peintre a quand il est jeune, et je dois dire des raccourcis. Les raccourcis, enfin, d'une sorte de pessimisme. Découvrir que l'homme est en train de s'étrangler et tous les paysages dans lesquels mes personnages vivaient, en effet, étaient des lieux fermés, des lieux urbains, des cabines, des chambres d'hôtel, des toilettes, etc. Je crois que peu à peu, dans mes tableaux, il s'est introduit, ou j'ai voulu peut-être, parce que ma vie a un peu changé, introduire un espoir. Et l'espoir peut-être prendre forme dans les tableaux actuels par un autre rapport entre les corps humains et le paysage, et les décors. Les décors est devenu peut-être la nature, et l'être humain, il se retrouve dans la nature, et ça peut-être c'est l'élément de l'espoir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un tableau très important était un tableau que j'avais peint dans les années 70 qui s'appelait Pandora Box. Et la boîte de Pandora. Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte de Pandora? Il y avait un peu tous les malheurs du monde. Et quand Pandora a ouvert cette boîte, les malheurs du monde sont arrivés sur la Terre. Et Prométhéeus a introduit l'espoir. C'était ça la chose tout à fait extraordinaire, et je crois qu'il soit peut-être un des messages de la peinture aujourd'hui, l'espoir. Et lorsque je regarde votre œuvre actuelle, puisque vous en faites allusion maintenant, pour moi, c'est une sorte de grande fable théâtrale. Eh bien, l'aspect mise en scène et l'aspect théâtre, certainement, est un des éléments
dans mon travail très importante, mais je crois que c'est importante parce que mon travail essaye de retrouver, si vous voulez, un peu toute la rhétorique dans la définition ancienne de la peinture comme rhétorique. La peinture qui exprime et qui représente et qui bâtit malgré tout une représentation et une scène. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les mots théâtral. Un théâtre, évidemment, de la temporelle et pas du temporel. Bien sûr, et de toute façon, si je pense à l'Italie, à vos origines, pour y revenir, je pense entre autres depuis la Commedia dell'arte, et vous savez, ce n'est pas d'hier, que l'Italien, quelque part, se met en scène pour être sûr d'être entendu, mais aussi à la fois pour ne pas trop se prendre au sérieux. Je crois que l'ironie est un élément fondamental dans toute la culture italienne et particulièrement, je crois, est une clé pour comprendre mes tableaux. Je dois dire que ma culture est plutôt vers le passé. C'est là où je trouve les réponses à mes questions. Le futur m'intéresse, mais relativement. Et le présent, comment le décrire, sinon par l'ironie? Je crois qu'on ne peut que penser au présent qu'avec ironie. Alors, une chose qui est très importante lorsqu'on regarde vos tableaux et votre œuvre actuelle, c'est le dessin, l'importance de la ligne. Et d'ailleurs, Claire Gravel, dans la préface qu'elle fait à votre exposition, en parle avec beaucoup d'insistance et d'intérêt, et avec justesse à mes yeux. Et moi, lorsque je regarde ces lignes, je regarde vos tableaux, je pense à un geste ferme que taquine une paisible harmonie. Merci d'avoir regardé mes tableaux attentivement. C'est tout à fait vrai que je pense par le dessin. Je crois que la culture italienne a découvert le dessin. Toute la peinture de la Renaissance était une peinture basée sur la signification du dessin, on sait qui est un peu le signifié du dessin. Je crois que Vico disait que la spécificité de l'être humain est de faire bouger un point et de le faire devenir une ligne. Et je crois qu'un peu ça, c'est aussi l'origine de la peinture. C'est un point qui devient une ligne qui devient convexe ou concave, etc., etc. Adami, il me semble qu'il serait impossible de parler de peinture sans parler de lumière et de couleur, et votre œuvre, évidemment, en est très nourrie. Je crois qu'il y a des tableaux du matin, de l'après-midi et du soir, avec tous les états d'âme que le matin, l'après-midi, le soir et les crépuscules peut-être peuvent amener. Oui, les crépuscules évidemment est relié à toute notre nostalgie, à notre mélancolie, et le matin à d'autres états d'âme. Je pense que la peinture doit malgré tout, pas uniquement pour des raisons physiques, utiliser la lumière, mais utiliser la lumière pour des raisons psychologiques et émotives. Et dans vos thèmes, nous y reviendrons plus globalement, mais j'y pressens un érotisme camouflé et peut-être dans les eaux de l'inconscient, en tout cas, pour ne pas trop choquer l'inconscient des autres. Eh bien, chaque tableau est une métaphore. Je crois que la métaphore fait partie, enfin, du message de la forme. Et je pense que dans mes tableaux, peut-être, pour des lecteurs attentifs, il y a des métaphores érotiques, sans doute. Mais comment, enfin, enlever l'érotisme de notre vie? Bien sûr. Et justement, pour les téléspectateurs, le tableau qui est derrière nous, par exemple, pour moi, je fais des liens d'abord avec cet érotisme dont je vous ai parlé, mais aussi, je pense à la musique, la théâtralité, et quand je vois cette femme dans cette barque, je pense un peu à Wagner. Est-ce que j'ai tort? Vous n'avez pas tort, parce que Wagner est peut-être un des grands amours de ma vie, et Wagner a été le plus grand romantique, peut-être. Et, enfin, il y a dans mon travail sans doute un aspect du romantisme, cette envie de associer le monde classique et, si vous voulez, avec tout ce qui est un peu les rigueurs du dessin classique et le romantisme dans tout ce qui est un peu l'état d'âme, oui, l'émotivité et la subjectivité peut-être du romantisme. Et je m'aperçois, si ma mémoire ne me fait pas défaut ou ne me trompe pas, que dans l'autoportrait, je crois qu'il y a un autoportrait où il y a un violon. Et cette musique, n'est-ce pas, qui sort de vous à travers un instrument.
et qui ne semble pas tout à fait naïf non plus. Et je voudrais aussi vous parler un peu, peut-être plus tard, si vous souhaitez, des masques et du masque que vous enlevez parfois. Eh bien, je suis très mélomane. Je pense que je ne pourrais pas concevoir la vie sans pouvoir écouter chaque jour de la musique. La musique était toujours il y a eu une étrange relation entre la peinture et la musique. La musique a toujours désiré de devenir peinture et la peinture a toujours eu le désir de devenir musique. En effet, il y a eu un échange de terminologie. La peinture a utilisé les mots harmonie et la musique a peut-être utilisé les mots, beaucoup de mots qui étaient spécifiquement reliés à la peinture. Et donc, je crois qu'il y a un aspect musical. Mais je crois que cet aspect musical peut-être est partout. Je ne me souviens pas qui avait dit qu'il n'existe pas poésie sans rythme. Et dans votre peinture aussi, il y a une chose qui me frappe. Il y a une grande sérénité, mais aussi une immense animalité. Il m'est très difficile d'être juge, enfin, de mes tableaux dans ce sens-là et de pouvoir vous dire s'il existe cette animalité et cette rigueur. Je crois qu'il existe évidemment un animal caché dans chaque individu. Et je pense que chaque tableau, malgré tout, de tous les grands génies de notre, enfin, de toute époque, caché, c'est vrai, un animal. Si vous prenez la peinture de Michel-Ange, la peinture de Rembrandt, ce sont des peintures où la génialité vient justement par ce côté qui est détruire toute règle et toute logique, n'est-ce pas? Et c'est là peut-être cet animal sauvage qui est caché. Mais en même temps, je crois que le devoir de la peinture est aussi de mettre ordre dans le désordre. On ne doit pas penser à cette animalité-là comme uniquement une force de la nature désordonnée. Je crois que le rôle de la peinture et le rôle de tout langage, et la peinture est un langage, est de mettre ordre au désordre. Et comment voyez-vous le mot fétichisme? Le mot fétichisme, oui, je crois que dans mes tableaux sortent peut-être de la mémoire. C'est plutôt là le bagage dans lequel les formes ils se produisent et ils sont produites. Et peut-être il y a des obsessions de certains objets qui font partie peut-être de mon histoire privée, de la vie privée et là, peut-être, c'est la seule définition, peut-être, de certains fétichismes qu'on peut retrouver comme obsession, qui revient dans plusieurs tableaux de certains objets. Et l'importance aussi, j'allais dire, de cette mouvance que vous avez, de cette mouvance que vous êtes octroyée, je pense de l'Inde aux États-Unis en passant par le Maroc et le Mexique. Et évidemment, je ne peux pas vous avoir suivi sur toutes ces traces. Je sais que vous habitez aussi Paris. Alors, l'importance de tous ces voyages. Ils étaient très importantes. Entre 1960 et 70, peut-être avant 1958 et 70, là c'est vrai, j'ai eu une vie complètement nomade. J'ai passé 3 mois à Israël, 3 mois au Mexique, 3 mois à New York, 3 mois à Londres, 3 mois à Paris. C'était un peu la règle de ma vie. Mais là, parce que j'avais vraiment besoin de me nourrir de tout ce qui était un peu les visuels qu'est une ville inconnue, vis-à-vis de laquelle je n'avais pas la familiarité de villes dans lesquelles j'étais né ou dans lesquelles j'avais habité longtemps, c'était pour moi tout à fait une sorte de journal quotidien. J'ai rentré le soir à l'hôtel ou l'après-midi à l'hôtel et je pouvais redessiner tout ce qui malgré tout était rentré un peu visuellement par mes yeux. Je crois qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins besoin de tout ça, de cette confrontation avec le décor et le monde extérieur. Je crois que tous les thèmes de mes tableaux sont des thèmes qui de plus en plus ils sortent de mon intériorité. Bien sûr, je crois qu'il faut toujours greffer chez soi cette sorte de confrontation avec l'extérieur. Mais en même temps, je crois que peu à peu, peut-être parce que j'ai 54 ans, peut-être parce que j'ai des bagages assez remplis, j'ai moins besoin de voyager, donc je voyage beaucoup moins. Mais il y a eu des voyages fondamentaux dans ma vie, comme l'Inde, par exemple, qui a vraiment
pour ce que je vous avais dit avant, cet nouvel espoir et cet nouvel intérêt, par exemple, pour la nature, qui apparaissent dans mes tableaux, dans les paysages, dans les lignes horizontales, etc., c'était peut-être l'expérience de l'Inde qui me l'a donné, pays que j'ai profondément aimé. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'énergie et de ce grand souffle que vous a donné Kokoschka. Mais il y a d'autres peintres aussi qui vous ont marqué. Je pense entre autres à Wilfred Olam, Mata et Graham Sutherland. C'était des rencontres fondamentales dans ma vie. D'abord, étaient les seuls peintres, quand j'étais jeune peintre, et donc dans les années 50, qui y pouvaient, si vous voulez, être des modèles pour, pas uniquement pour moi, mais pour ma génération. Ma génération était un peu la génération qui a changé de page entre une sorte de dictature de la peinture abstraite et du concept d'abstraction dans la peinture pour essayer de reconstruire peu à peu l'image. Et comme vous avez dit peut-être, la scène du théâtre, n'est-ce pas, de la représentation. Eh bien, c'était là un peu le peintre qu'on avait, qui nous aidait à cette sorte de chemin. C'était Wilfred Olam, c'était l'espace de Mata, c'était des peintres auxquels je dois beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'un jeune peintre doit être très ouvert à toute influence, à remettre en question sa forme plutôt que son pensée, et je crois que j'étais aussi très influencé par tous ces peintres. Et il y a eu d'autres passages, si je puis dire, dans votre vie, et plus que ça encore, des gens qui vous ont beaucoup marqué dans le milieu chez les écrivains. Je pense à Carlos Fuentes, entre autres, et je pense aussi à Italo Calvino. Et quand je pense à Calvino, ce n'est pas simplement l'œuvre que vous avez faite avec lui, mais je pense au Château des Destins Croisés sur le tarot. Et quand je vois les images que vous faites, j'imagine que c'est un livre clé, et cette rencontre a sûrement été exceptionnelle. Oui, c'est tout à fait vrai que le texte de Calvino duquel vous faites allusion est peut-être le texte dans lequel il y a plus d'affinité entre mon travail et le sien et le mien. Évidemment, on parle d'un très grand génie et d'un très grand écrivain. Mais j'avais une profonde affection, une profonde amitié avec Italo. Vous savez, comme ces choses, quand on est amis, il se passe, on n'a jamais abordé, par exemple, on n'a jamais mis sur une table d'anatomie un de ses livres ou un de mes tableaux. Mais si on était devenus tellement amis, c'était parce qu'il y avait sans doute des affinités. Et je crois que l'affinité était peut-être... Le corps de cette affinité était dans le texte duquel vous avez parlé, oui. Et Carlos Fuentes, hein? Fuentes, c'est une de mes plus grands amis. Lui aussi, on a longuement habité dans la même maison chez moi en Italie ou chez lui au Mexique, avant qu'il était ambassadeur, quand on était les deux assez jeunes. Et on a tout à fait un rapport d'une amitié sans limite. On s'appelle de temps en temps. Lui aussi avait écrit un texte sur ma peinture des années 60. Les deux tableaux, Privacy et l'homosexuel, duquel vous avez parlé, je crois qu'ils sont un peu les deux protagonistes de ce texte de Fuentes, un homme avec une imagination débordante et un écrivain avec une capacité d'écriture, enfin, tout à fait extraordinaire. S'il y a avec Fuentes une certaine affinité, c'est peut-être parce que lui et moi, on est de nature qu'ils essayent de résoudre tous leurs problèmes dans le geste même du travail. Je me souviens quand j'habitais avec lui, enfin, lui habitait chez nous, lui il s'est levé à 7 heures, à 7h30 il était à la machine à écrire, entre midi et 1h, prenait un petit repas et il faisait une petite promenade jusqu'à la gare pour acheter un journal et puis il rentrait et il travaillait jusqu'à 8h du soir. Eh bien, c'était ça peut-être l'affinité, le fait que tous les deux, on a un peu cette nature, la nature du bâtisseur, si le mot est juste en français, enfin, le cran par lequel notre être dans la société et être un peu dans ça passe par le travail, oui.
C'est notre thérapie et en même temps notre instrument pour comprendre l'autrui. Et vous-même, comment travaillez-vous? Bien, moi j'ai une vie assez réglée, je dois dire. J'ai absolument besoin d'une vie réglée. Je me lève à 9 heures, je lis entre 9h30 et 11h, 11h30 tous les jours, et là c'est tout à fait sacré. Je reçois les gens et les amis qui veulent me voir entre 11h30 et 1h, à 1h30 je rentre à l'atelier et jusqu'à 8h, enfin je ne sors jamais et je ne vois personne et rarement je réponds au téléphone. J'ai besoin de ça parce que je crois que l'inspiration, et je n'ai pas peur d'utiliser ces mots aujourd'hui, je n'aurais eu peur il y a 15 ans, mais vient vraiment de cette dialectique entre toi, les crayons et les feuilles de papier. L'idée sort uniquement quand il prend forme sur le papier. Quand cette ligne de laquelle, ou ce point duquel Vico parlait, devient une ligne, et cette ligne devient la représentation. Mais il devient aussi une représentation quelquefois qui est un peu indépendante de nous, au moins, et pas indépendante de nous, mais est indépendante de notre volonté. Il y a une sorte de voyage de la ligne sur le papier que quelquefois, comme peut-être Platon avait défini la philosophie comme émerveillement, est tout à fait stupéfiante. On se retrouve en train de dessiner quelque chose qui a sa propre vie et qui peut-être est en liaison avec nous que par l'inconsciente. Et c'est tout à fait passionnant et c'est peut-être ça qui fait qu'on ne s'arrête jamais de travailler. Je voudrais terminer cette entrevue et cette rencontre par 3 questions qui me paraissent fondamentales. Et la première est la beauté. La définition de la beauté aujourd'hui souvent prend sa forme dans les contraires de la beauté. On peut dire, quand on doit dire qu'une chose est vraiment très belle, ah c'est terrible, Donc, la beauté aujourd'hui est devenue souvent l'envers de la beauté. C'est vrai qu'il manque une définition de la beauté aujourd'hui, mais je crois que c'est une des devoirs, peut-être, de la peinture de redonner une définition de la beauté. Quelle définition donner de la beauté? C'est assez compliqué et difficile. La solitude. Eh bien, la solitude, pour moi, est une sorte de... Je souffre beaucoup de solitude. Est une sorte d'être vivant qui s'installe à côté de moi et qui est là, qui vit en compagnie de moi. Et en même temps, la solitude est une sorte de loupe avec laquelle tout devient excessif. Si on est bien, on est très très bien. Si on est mal, on est très très mal. Et la mort? La mort, c'est se débarrasser du dernier costume, les costumes de son propre corps, et donc se redevenir peut-être dans une sorte de nudité soi-même. Alors, merci infiniment, Valerio Adami. Je vous en prie.